Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la moralité, le succès et le pouvoir était faux? Et si les règles que nous suivons pour gagner dans la vie étaient en fait un jeu organisé pour que quelques-uns dominent et que la majorité reste naïve? Cette idée peut sembler inconfortable, mais il y a des siècles, un homme nous a mis en garde, Nicolas Machiavel. Ses enseignements ont été diabolisés, son image transformée en celle d'un méchant calculateur, et son nom est devenu synonyme de trahison et de manipulation. Mais était-il vraiment le mal incarné, ou simplement l'un des rares à avoir osé révéler les rouages cachés du pouvoir? Machiavel n'a pas créé les règles du jeu, il s'est contenté de les exposer. Né à une époque où les alliances étaient scellées par le sang et les promesses rompues avant même que l'encre ne soit sèche, il a assisté à l'ascension et à la chute des souverains, vu les traîtres pendus sur les places publiques et compris une chose que peu de gens veulent admettre, le monde n'est pas gouverné par la bonté, mais par la ruse et la force. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Le Prince n'était pas un livre destiné au public, mais plutôt un guide pratique permettant à un dirigeant de conserver son pouvoir à tout prix. Machiavel, exilé et sans espoir de retour en politique, a offert ce manuel aux Médicis, la famille qui l'avait détruit, dans une tentative désespérée de retrouver sa position. Ironiquement, son œuvre est devenue intemporelle, étudiée encore aujourd'hui par les dirigeants, les chefs d'entreprise et les stratèges. Mais qu'est-ce qui rend ces idées si controversées? C'est simple, il n'a pas romancé la nature humaine. Pour Machiavel, nous ne sommes pas des créatures guidées par la morale, mais par l'intérêt et la peur. C'est pourquoi ces enseignements, loin de se limiter à la politique, sont un manuel pour tous ceux qui veulent comprendre comment le monde fonctionne réellement. Plongeons maintenant dans son esprit. Nous allons explorer les vérités inconfortables qu'il a révélées et, surtout, comment nous pouvons utiliser ces connaissances pour mieux naviguer dans la vie et le pouvoir. Mais avant d'apprendre à gagner, nous devons voir le monde tel qu'il est réellement. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à croire que le monde récompense les bons, punit les méchants et que la justice l'emporte toujours. Mais lorsque nous grandissons, nous sommes confrontés à une réalité brutalement différente. Le monde n'est pas juste. Le pouvoir n'appartient pas aux plus vertueux, mais à ceux qui en comprennent le fonctionnement et savent le manipuler. Machiavel s'en est rendu compte en vivant à Florence, une ville où les apparences de la démocratie cachaient un système corrompu dominé par les Médicis. Il a vu des dirigeants déposés, des alliances rompues et des exécutions servant d'avertissement à tous ceux qui osaient défier l'ordre établi. Il a compris que la moralité n'était pas un facteur déterminant dans le jeu du pouvoir, mais plutôt la capacité à lire la situation et à agir stratégiquement. Cela devint encore plus clair lorsque Machiavel fut envoyé en tant que diplomate pour négocier avec des personnalités puissantes de l'époque, dont le redoutable César Borgia. Césarée est le fils du pape Alexandre VI et n'a qu'un seul objectif, consolider son propre royaume en Italie. Sa méthode? La force, la trahison et la manipulation. Au cours de l'une de ses campagnes, Cesare Borgia conquiert la ville de Cesena et nomme un gouverneur brutal, Ramiro de Lorca, pour maintenir l'ordre. Lorca impose un régime de terreur, avec des exécutions sommaires et des châtiments extrêmes. Lorsque Cesare se rendit compte que la population commençait à le haïr, il fit quelque chose d'inattendu. Il fit exécuter son propre gouverneur sur une place publique et déclara que les atrocités avaient été commises par le seul Lorca. Le peuple, soulagé, en vint à admirer Cesare comme un chef juste. Machiavel fut témoin de tout cela et en tira une conclusion essentielle. Les gens ne sont pas guidés par la vérité, mais par leur perception de la réalité. Cesare n'était pas moralement bon ou juste, mais il savait comment manipuler les événements pour se faire passer pour tel. C'est la première grande leçon de Machiavel. Le monde n'est pas guidé par des valeurs morales absolues, mais par les intérêts, la force et la perception. Si cette réflexion vous semble cruelle, pensez au monde d'aujourd'hui. Combien d'hommes politiques gagnent le pouvoir grâce à des discours passionnants, mais gouvernent en fonction d'intérêts cachés? Combien d'entreprises construisent des marques qui semblent éthiques, alors qu'en coulisses, elles exploitent leurs employés ou nuisent à l'environnement? Combien de personnes, dans leur vie quotidienne, font semblant d'être gentilles, mais agissent par pur intérêt personnel? La vérité, c'est que ceux qui s'obstinent à voir le monde tel qu'ils voudraient qu'il soit deviennent des proies faciles pour ceux qui le comprennent tel qu'il est réellement. Et cela nous amène à une question essentielle.
Si le monde ne suit pas de règles morales, quelles sont les véritables règles du jeu? Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. L'histoire est pleine d'hommes brillants qui ont échoué et d'hommes incompétents qui sont parvenus au sommet. Pourquoi? Machiavel pensait que cela était dû à deux facteurs, la vertu et la fortune. Mais ces concepts vont bien au-delà de ce qu'ils semblent être à première vue. La vertu, dans la pensée de Machiavel, n'a rien à voir avec la vertu morale. Elle représente plutôt la capacité à agir avec intelligence, ruse et détermination pour façonner son propre destin. La fortune, quant à elle, est le facteur imprévisible, la chance, les événements extérieurs qui peuvent soulever ou abattre n'importe qui à n'importe quel moment. La question est la suivante. Dans quelle mesure pouvons-nous contrôler notre destin et dans quelle mesure sommes-nous à la merci de la chance? Machiavel n'était pas un théoricien isolé de la réalité. Il a pu constater par lui-même que la fortune pouvait élever et détruire des hommes en un clin d'œil. Lorsque les Médicis ont été renversés et que Florence est devenue une république, Machiavel a connu une ascension rapide. Il devient l'une des figures les plus importantes de la diplomatie florentine, négociant avec les grands dirigeants européens. Mais son ascension ne dure pas longtemps. En 1512, la chance tourne. Les Médicis reviennent au pouvoir et tous ceux qui ont servi la République sont considérés comme des ennemis. Machiavel est arrêté, torturé et exilé. En quelques mois, il passe de l'un des hommes les plus influents de Florence à un paria politique. Cette expérience l'a conforté dans son idée. Quels que soient vos talents, si vous ne savez pas faire face aux caprices de la fortune, vous serez écrasé. Si Machiavel avait un héros politique, c'était bien Cesare Borgia. Il le considérait comme un exemple vivant de la façon dont la vertu peut faire plier la fortune. Borgia, fils du pape Alexandre VI, était un stratège né. Combinant force brutale, manipulation et intelligence, il a conquis des territoires et éliminé ses rivaux avec une précision chirurgicale. Son ascension semblait inévitable. À l'apogée de son pouvoir, il semblait avoir dompté la fortune. Mais celle-ci a toujours un prix à payer. En 1503, son père meurt subitement et un nouveau pape, Jules II, prend la relève. Sans le soutien de l'Église, Césarée est trahi, emprisonné et, des années plus tard, tué dans une embuscade. La leçon à tirer? La vertu peut nous mener loin, mais personne n'échappe totalement à la fortune. L'idée que la chance influence le succès peut sembler frustrante, mais Machiavel n'y voyait pas une excuse pour la passivité. Au contraire, il pensait que le secret consistait à être toujours prêt à affronter les revers de la fortune. Dans le monde des affaires, nous le voyons clairement. Steve Jobs a été évincé d'Apple en 1985, mais au lieu de démissionner, il a continué à innover jusqu'à ce que, des années plus tard, il revienne pour reconstruire l'entreprise et en faire l'empire que nous connaissons aujourd'hui. C'est cela la vertu. En revanche, les entreprises qui dominent le marché mais ne s'adaptent pas au changement finissent par être détruites par fortune. Nokia et Kodak sont des exemples classiques de géants qui ont chuté parce qu'ils ont trop compté sur la chance et négligé l'action stratégique. Si la fortune est imprévisible, comment pouvons-nous nous en protéger? Machiavel donne un conseil simple. Traitez la chance comme une rivière qui coule. Vous ne pouvez peut-être pas empêcher une inondation, mais vous pouvez construire des barrages et des canaux pour minimiser les dégâts lorsqu'elle survient. Cela signifie qu'il faut être préparé, apprendre, s'adapter et ne jamais compter sur une seule voie pour réussir. Ceux qui s'attendent à ce que les circonstances soient toujours favorables finissent par être détruits lorsque le vent tourne. La combinaison de la vertu et de la fortune sépare les gagnants des perdants. Mais il existe un troisième élément qui peut déterminer qui reste vraiment au sommet, la capacité à contrôler les perceptions et la narration. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. La vérité importe moins que ce que les gens croient. Machiavel l'a compris en observant des souverains qui sont tombés non pas à cause de leurs fautes, mais à cause de la façon dont ces fautes étaient perçues. Il a compris que le pouvoir n'appartient pas à ceux qui agissent correctement, mais à ceux qui savent façonner leur image et contrôler le récit. Cette idée était particulièrement vraie dans la Florence de la Renaissance, mais elle s'appliquait à toute la politique européenne. Louis XIV, le roi Soleil, a dominé la France pendant plus de 70 ans,
non seulement grâce à ses stratégies politiques et militaires, mais aussi parce qu'il s'est construit une image d'autorité absolue. Il a fait de son règne un spectacle de grandeur, centralisant le pouvoir autour de sa personne et convainquant nobles et roturiers que son existence était quasi divine. En créant le château de Versailles et en concentrant la noblesse à sa cour, il s'est assuré que personne ne remettrait en cause sa suprématie. Le contrôle de la narration est sa plus grande arme. Napoléon Bonaparte a suivi la même voie. Il a compris qu'une armée marchait non seulement par la force ou la discipline, mais aussi par la foi en son chef. Les discours qu'il prononçait avant les batailles faisaient croire à ses soldats qu'il se battait pour une grande cause, et même lorsqu'il fut exilé, il parvint à transformer son image de tyran en celle de martyr. Lorsqu'il s'échappe de l'île d'Elbe, il reconquiert la France sans tirer un seul coup de feu. Ce n'était pas de la force brute. Il s'agissait d'une pure manipulation de la perception. Cette stratégie ne se limite pas à la politique. Dans le monde des affaires, les entreprises construisent des marques qui semblent éthiques et innovantes, alors qu'en coulisses, elles opèrent sans pitié. Disney se vend comme un symbole de magie et de bonheur, mais tout au long de son histoire, elle a stratégiquement et brutalement éliminé ses concurrents. Apple cultive l'image de la créativité et de la liberté tout en maintenant un système de production étroitement contrôlé. La réalité peut être dure, mais la façon dont elle est présentée définit qui conserve le pouvoir et qui le perd. Machiavel savait que contrôler les perceptions ne signifie pas mentir en permanence, mais plutôt comprendre que les gens réagissent davantage à ce qu'ils ressentent qu'à ce qu'ils savent. Le respect, l'admiration et même la peur sont gérés par l'image que projette un dirigeant. Un dirigeant peut être cruel tant que sa cruauté semble nécessaire. Il peut être manipulateur tant que sa manipulation semble juste. Dans le jeu du pouvoir, la vérité est malléable, et ceux qui le comprennent gouvernent ceux qui ne le comprennent pas. Mais cette manipulation a une limite. L'erreur de nombreux dirigeants est de penser qu'ils peuvent maintenir un mensonge indéfiniment. La clé n'est pas seulement de contrôler le récit, mais de savoir quand changer de stratégie pour éviter que la réalité ne détruise l'illusion. Cela nous amène à une question cruciale. Le pouvoir est-il mieux soutenu par l'amour ou par la peur? Si la perception est contrôlable, laquelle des deux images garantit le plus de stabilité? C'est la prochaine question à laquelle Machiavel nous oblige à répondre. Machiavel ne se fait pas d'illusions sur la nature humaine. Il savait que les gens changent de loyauté en fonction de leurs intérêts et que l'amour est une émotion instable. Un dirigeant peut être aimé aujourd'hui et trahi demain. La peur, en revanche, lorsqu'elle est bien gérée, génère le respect et la prévisibilité. C'est pourquoi il a posé l'une des questions les plus inconfortables de l'histoire de la politique. Vaut-il mieux être aimé ou craint? La réponse qu'il apporte n'est pas confortable, mais elle est claire. Il est plus sûr d'être craint qu'aimé. Cependant, il y a une mise en garde cruciale. La peur doit être contrôlée, calculée. Si un dirigeant se fait haïr, il suscite des conspirations et des ennemis qui le détruiront. Le secret consiste à inspirer le respect sans franchir la ligne qui mène à la haine. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont échoué parce qu'ils n'avaient confiance qu'en l'amour de leurs partisans. Louis XVI de France pensait que sa popularité suffirait à le maintenir sur le trône, mais lorsque le vent a tourné, il a été abandonné et guillotiné. Nicolas II de Russie a essayé de gouverner en s'appuyant sur la dévotion du peuple, mais son indécision et son manque d'application ont fait de lui une cible facile pour la Révolution. Tous deux étaient aimés, mais cela ne les a pas sauvés. En revanche, des dirigeants comme Margaret Thatcher et Otto von Bismarck ont bâti leur autorité non pas en recherchant l'approbation populaire, mais en imposant le respect. Thatcher a dû faire face à des grèves, des crises et une opposition massive, mais elle a gouverné avec fermeté et a consolidé son pouvoir. Bismarck a unifié l'Allemagne par une diplomatie agressive et par la force, et il était craint par ses rivaux et même par ses alliés. Le temps a montré que ceux qui inspirent le respect survivent plus longtemps au pouvoir. Dans le monde des affaires, le même principe s'applique. Steve Jobs n'était pas un patron apprécié. Il était exigeant, perfectionniste et impitoyable avec les erreurs. Les employés craignaient ses critiques, mais le résultat a été la création de produits révolutionnaires et d'une culture de l'excellence. Les entreprises qui essaient d'être trop gentilles, en cédant à toutes les pressions, finissent par devenir faibles et vulnérables. La vie personnelle reflète également cette dynamique. Les parents qui essaient d'être simplement amis avec leurs enfants perdent souvent leur autorité.
Les enseignants qui recherchent la popularité dans leur classe ne parviennent souvent pas à maintenir la discipline. Les patrons qui veulent être adorés finissent par ne plus être respectés. L'équilibre consiste à fixer des limites claires sans devenir tyrannique. L'erreur commise par de nombreux dirigeants n'est pas de choisir entre l'amour et la peur, mais de ne pas comprendre que chaque situation nécessite une approche différente. L'amour peut être utile pour créer des liens, mais la peur permet de s'assurer que ces liens ne sont pas rompus à la première occasion. L'idéal, selon Machiavel, est d'être à la fois aimé et craint. Mais s'il faut choisir, la sécurité réside dans le respect que peut procurer une peur bien gérée. Cependant, la peur et le respect ne suffisent pas à maintenir le pouvoir. Pour garantir véritablement la stabilité, un dirigeant doit maîtriser quelque chose d'encore plus difficile, l'art de l'action décisive. Quand agir, quand attendre, quand frapper sans hésiter, c'est le prochain grand secret de Machiavel. Machiavel savait que le pouvoir n'appartient jamais à ceux qui attendent passivement. Dans le jeu de la vie, l'hésitation est une faiblesse. Celui qui agit de manière décisive domine. Ceux qui hésitent perdent. Alexandre le Grand l'a compris très tôt. Lors de sa campagne en Asie, il a rencontré un problème que personne n'avait réussi à résoudre auparavant, le nœud gordien. Selon la légende, celui qui dénouerait ce nœud deviendrait le seigneur de toute l'Asie. De nombreuses personnes ont patiemment essayé de le défaire, analysant ses fils et cherchant une solution logique. Alexandre ne perd pas de temps. D'un seul coup d'épée, il coupe le nœud en deux. Au lieu de jouer avec les règles établies, il a créé les siennes. C'est la différence entre ceux qui font l'histoire et ceux qui sont oubliés. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent le moment parfait. Il favorise les audacieux, ceux qui prennent des risques et font bouger les choses. Au cinéma, ce principe est représenté par le personnage de Walter White dans Breaking Bad. Au début, c'est un homme ordinaire, un professeur de chimie sous-estimé qui hésite à prendre sa vie en main. Mais en devenant Heisenberg, il apprend à agir sans crainte. Il prend des décisions brutales, élimine les concurrents avant qu'ils ne deviennent des menaces et prend son destin en main. La moralité du voyage peut être discutable, mais la leçon est claire. Dans le monde réel, les hésitants sont écrasés. Jeff Bezos a appliqué ce même principe au monde des affaires. Au début des années 2000, Amazon n'était pas encore un géant, et Bezos a compris que le commerce numérique était l'avenir. Il n'a pas attendu le moment idéal, il n'a pas demandé la permission au marché, il a investi massivement dans la structure, la logistique et la technologie, prenant des décisions agressives avant ses concurrents. Aujourd'hui, Amazon définit le commerce électronique mondial. En revanche, ceux qui hésitent trop longtemps finissent par être dévorés. Dans la trilogie du parrain, il existe une différence fondamentale entre Michael Corleone et Fredo, son frère. Fredo a toujours eu la possibilité de faire ses preuves, mais son indécision et sa fragilité l'ont rendu inutile. Michael, en revanche, a compris que le leadership exige du sang-froid et de la rapidité d'action. Lorsque le moment décisif arrive, il fait ce qui doit être fait. Cette logique s'applique à tous les domaines de la vie. Combien d'occasions ont été gâchées par peur d'agir? Combien de fois quelqu'un n'a-t-il pas su dire ce qu'il fallait? A-t-il manqué un moment crucial? Ou a-t-il vu quelqu'un d'autre s'emparer de ce qui aurait pu lui revenir? Machiavel n'a pas dit que nous devions agir de manière impulsive. Au contraire, l'action doit être stratégique, mais aussi impitoyable. La plus grande erreur n'est pas de prendre la mauvaise décision, c'est de ne pas prendre de décision du tout. Mais il ne suffit pas d'agir vite. Les grands stratèges ne se contentent pas de prendre des décisions audacieuses. Ils savent à qui faire confiance et quand se méfier. De nombreux dirigeants sont tombés non pas par manque d'action, mais parce qu'ils ont laissé la mauvaise personne s'approcher d'eux. C'est là le dernier grand enseignement de Machiavel. La confiance est l'une des armes les plus dangereuses dans le jeu du pouvoir. Machiavel a compris que le danger vient rarement des ennemis déclarés, mais plutôt de ceux qui sont trop proches. L'erreur fatale de nombreux dirigeants n'était pas un manque de force ou de stratégie, mais la naïveté de croire qu'ils étaient entourés d'une véritable loyauté. Jules César l'a appris à ses dépens. Parmi tous les sénateurs qui complotaient pour l'assassiner, l'un d'entre eux était Brutus, que César considérait comme un allié. Au moment du coup de grâce, lorsqu'il a vu Brutus parmi ses bourreaux, sa résistance s'est brisée. « Même toi, Brutus », ce sont ses derniers mots. La trahison n'est pas venue de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dans la série Game of Thrones, Eddard Stark,
représente cette erreur classique. Un homme honorable, mais naïf. Il croyait que la vérité et la justice suffiraient à le protéger. Il a ignoré les signes de trahison qui l'entouraient et a fini par être décapité. Le jeu du pouvoir ne récompense pas les justes, mais les vigilants. L'histoire regorge d'exemples montrant qu'une confiance aveugle peut conduire à la ruine. John F. Kennedy a été assassiné dans le cadre d'une machination dans laquelle même des agents du gouvernement étaient impliqués. Napoléon a été trahi par l'un de ses généraux au moment le plus critique de sa campagne. Même des entreprises modernes ont fait faillite parce qu'elles avaient fait confiance à des partenaires et à des investisseurs qui les ont poignardés à la première occasion. Mais alors, comment naviguer dans un monde où tout le monde peut être un traître potentiel? Machiavel ne suggère pas une paranoïa aveugle, mais plutôt une méfiance stratégique. Faire confiance, mais toujours tester. Ayez des alliés, mais ne dépendez jamais totalement de qui que ce soit. Gardez des secrets, mais n'exposez jamais complètement vos plans. Au cinéma, Thomas Shelby, de la série Peaky Blinders, est un personnage qui incarne parfaitement ce principe. Il sait que les trahisons peuvent venir de n'importe où et ne remet jamais son destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Il fait confiance, mais jamais sans plan de secours. C'est ce qui lui permet de rester en vie et de garder le contrôle. La dernière leçon de Machiavel est claire. Il ne s'agit pas de ne jamais faire confiance, mais de ne jamais faire confiance sans contrôle. Le pouvoir n'appartient pas aux naïfs, mais à ceux qui comprennent la nature humaine et savent en jouer. Mais une question lancinante se pose ici. Machiavel était-il vraiment aussi froid et calculateur qu'on le dit? Pendant des siècles, il a été interprété comme un défenseur du cynisme et de la cruauté. Et si sa véritable leçon était tout autre? Peut-être que tout ce que nous savons de Machiavel est faux, et c'est la dernière pièce du puzzle. Machiavel a été qualifié de méchant, de père de la manipulation, d'architecte de la trahison. Pendant des siècles, ses écrits ont été interprétés comme un manuel pour les tyrans, un guide pour ceux qui souhaitent accéder au pouvoir à tout prix. Et si tout cela n'était qu'une erreur? La plus grande ironie du prince est que beaucoup l'ont lu comme un livre sur la domination, mais peu ont réalisé qu'il s'agissait en fait d'un livre sur la survie. Machiavel ne disait pas que le monde devait être cruel. Il avertissait simplement que le monde était déjà cruel, et ignorer cela ne rend personne plus noble, mais plus vulnérable. Les faibles croient qu'il suffit de faire ce qu'il faut pour que le bien triomphe. Mais l'histoire montre le contraire. Des dirigeants vertueux ont été renversés par des conspirations. Des entreprises innovantes ont été détruites par des géants qui savaient mieux faire. Des personnes talentueuses ont été piégées dans des vies médiocres, tandis que les plus rusés se sont hissés au sommet. Machiavel n'a pas inventé les règles de ce jeu. Il a simplement eu le courage de les énoncer. Mais cela signifie-t-il que nous devons être froids, stratégiques et impitoyables en permanence? Non. C'est l'erreur de beaucoup de ceux qui tentent d'appliquer le prince au pied de la lettre. La véritable leçon de Machiavel n'est pas « sois cruel ». Il s'agit de savoir quand l'être. Il ne s'agit pas de manipuler tout ce qui vous entoure. Il s'agit de comprendre comment les autres essaient de vous manipuler. Ce n'est pas « détruisez vos ennemis sans pitié », c'est ne pas hésiter quand il faut se défendre. Le génie de Machiavel a été de nous faire voir la réalité sans filtre. Il ne voulait pas que vous soyez une pièce dans le jeu des autres. Il voulait que vous compreniez les règles et que vous sachiez comment jouer. La question n'est pas de savoir si le monde doit être différent. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à affronter le monde tel qu'il est réellement? Dans la vie, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais de ne pas être naïf au point d'être vaincu sans même s'en rendre compte. Il s'agit de savoir quand faire confiance et quand reculer, quand parler et quand se taire, quand céder et quand être impitoyable. Machiavel n'était pas un monstre. Il n'enseignait pas le mal pour le mal. Il voulait simplement que personne ne soit écrasé par un monde qui ne pardonne pas à ceux qui ne sont pas préparés. En fin de compte, son message n'est pas d'être cruel, mais d'être assez fort pour ne pas avoir à l'être. La question qui demeure est la suivante. Que ferez-vous de cette connaissance? Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.